mec, ça va, t'es déshydraté ou quoi? Dangereux pour la démocratie. Hello tout le monde! Moi c'est Claire, Moi c'est Flo. et bienvenue sur Illégali Blonde, la chaîne YouTube où on décrypte les discours culturels et médiatiques de notre époque. Ici, on parle autant de mode que de pop culture ou de politique, et aujourd'hui, on va pas mal se concentrer sur le troisième thème. Parce que franchement, vous avez pas l'impression qu'on nous prend pour des pigeons tout le temps en ce moment? Ouais, on sait pas vous, mais nous on n'arrête pas d'entendre des énormes dingueries Maréchal Pétain a été pendant la Première Guerre mondiale aussi un grand soldat. qui sont dites en toute décontraction, genre qui viennent parfois contredire des réalités qui ont été démontrées. Et LFI aura des comptes à rendre parce qu'on n'est pas là dans l'extrême gauche, on est dans quelque chose qui, si ce n'est du crypto-fascisme, est quasiment du néonazisme, mais à l'extrême gauche. Le tout diffusé à grande échelle sans que personne n'ait vraiment l'air de paniquer. Bien sûr, c'est pas du tout un salut nazi, ils ont voulu bien entendu en faire des caisses. Et bien sûr, les politiciens et les humains en général adorent mytho, raconter les histoires comme ça les arrange, c'est pas nouveau. Mais ça fait quelques années qu'on entend des choses tellement au-delà du réel qu'on passe notre temps à nous dire « mais en fait, les mots n'ont plus de sens ». Et à force de nous répéter ça et d'avoir des plumes qui nous poussent sur la gueule tellement on nous prend pour des cons, on s'est dit que là, il y avait un sujet. Parce que les mots, c'est pas juste un truc qu'on analyse dans un exercice de texte au collège. C'est vraiment quelque chose qui est le ciment de notre société et de comment est-ce qu'elle va évoluer. Alors posez-vous bien comme il faut, prenez un bon petit thé ou un verre de rouge et on réfléchit à ça ensemble avec notamment quelques meufs extrêmement stylées qu'on a convoquées pour cette vidéo. Let's go! Bon, mais du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est une excellente question, parce que cet enjeu des mots et de leur utilisation, c'est quelque chose de vraiment très complexe et qui fait appel parfois à des stratégies plus ou moins violentes et qui peuvent être difficiles à cerner, mais qu'on s'est acharné à décrypter dans cette vidéo. Du coup, au départ, on constate trois choses. La première, c'est une difficulté à poser des termes sur des phénomènes qui sont pourtant facilement qualifiables. Deuxièmement, c'est une manipulation, voire une inversion complète du sens de certains mots. Et troisièmement, une orientation des discussions sociétales avec l'utilisation de termes et de thématiques qui viennent brouiller le débat. Et du coup, au final, on se retrouve avec une prolifération de flou, de mensonges et de propos violents, parfois assumés, parfois non, qui donnent un grand bordel difficile à cerner. Et là, ce qu'on vous raconte, c'est pas un problème qui devrait stresser trois profs de français un peu maniaques. C'est un enjeu qui guette n'importe quel membre de notre société, comme l'explique la philosophe Hannah Arendt. Quand tout le monde vous ment en permanence, le résultat n'est pas que vous croyez ces mensonges, mais que plus personne ne croit plus rien. Un peuple qui ne peut plus rien croire ne peut se faire une opinion. Il est privé non seulement de sa capacité d'agir, mais aussi de sa capacité de penser et de juger. Du coup, ce contexte n'est pas tip-top pour une démocratie qui va déjà pas très bien en France, comme on va le voir tout au long de la vidéo. Et ça vient entretenir des dynamiques coloniales, patriarcales, LGBT-phobes, souvent d'extrême droite, bref, qui permettent la montée, ou plutôt la remontée, du fascisme dans notre pays. Cool. Pour l'autrice Claire Touzard, qui travaille en ce moment sur le concept de propagande, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Ce qui est certain, c'est que Bolloré et consorts ont repris le concept de bataille culturelle qui a été inventé par Antonio Gramsci, qui était de gauche, et qui a compris que pour conquérir le politique, il fallait conquérir le culturel. Il y a une sorte de climat où tout est flou, etc. Je pense que c'est très difficile parce que leur grand truc, c'est évidemment de s'approprier nos mots et de renverser nos mots et donc d'inverser leur sens. Aujourd'hui, ce qui est vraiment terrible, mis à part l'extrême droite, il y a aussi la droite radicale. Je pense par exemple aux francs-tireurs, à Caroline Fourest, etc., qui sont dans une revisitation totale de la vérité. Et on n'est même plus dans des mensonges, en fait, on est dans des faits alternatifs. C'est-à-dire qu'ils savent qu'ils disent n'importe quoi, ils savent qu'ils disent des bobards, qu'ils disent des fables colonialistes et patriarcales, mais c'est pas grave parce que ça sert leur récit. Et l'important, c'est leur récit, et quelque part, les gens le savent aussi. C'est-à-dire qu'ils cherchent des biais de confirmation de ce qu'ils pensent, de racistes, de sexistes, etc., et ces gens leur donnent. Tout le monde sait qu'on ment, mais en fait, c'est accepté parce que ça va dans une direction que l'extrême droite et la droite estiment souhaitable. Et c'est ça qui est terrible, parce qu'en fait, finalement, c'est même plus croire à la vérité, c'est ne plus vouloir la vérité.
Son avis est partagé par des dizaines de personnes qui étudient la démocratie, par des activistes, par des militantes, par des journalistes, mais on ne va pas s'attarder trop longtemps là-dessus, étant donné que le script fait déjà 10 km de long. Mais voici tout de même un résumé de la situation par le journaliste Fabrice Arfi. C'est un journaliste qui travaille chez Mediapart et qui fait de longues enquêtes politiques et financières. Il va vraiment travailler longtemps sur des sujets, il va récolter des preuves pour recouper des faits qui essayent d'être dissimulés au public. Danger, c'est comment nous tous, nous toutes, on sombre dans le gouffre ouvert par l'effacement de la frontière entre le vrai et le faux. C'est-à-dire que c'est la post-vérité, la vérité n'est plus qu'une opinion comme une autre. Et quand les mots sont détruits de cette manière-là, que le réel n'existe plus, alors tout est possible. Et en effet, le réel n'a plus de prise sur un grand pays. Sur les gens, absolument. C'est à front renversé. C'est-à-dire qu'on vit dans une espèce d'inframonde désormais à la lumière. C'est orwellien, la force c'est l'ignorance, la guerre c'est la paix. Mais il ne faut pas croire que ce vent saumâtre qui balaye les États-Unis n'est pas arrivé sur les côtes françaises. On est en train de le vivre. Et donc, le but de ce flou, qui est entretenu par des politiques, des médias et des militants, c'est de faire monter petit à petit, l'air de rien, des idéologies violentes. En fait, c'est un petit peu la technique de la casserole et de la grenouille. Jeter une grenouille dans une casserole avec de l'eau en ébullition, elle va tout de suite se débattre pour essayer de sortir, mais mettez-la dans de l'eau froide ou tiède et augmentez très doucement la température, elle s'en rendra beaucoup moins compte. Et en des termes un petit peu plus intellectuels, c'est ce que dit Françoise Giroud, qui était une femme politique et une journaliste au XXe siècle. Ainsi commence le fascisme. Il ne dit jamais son nom, il rampe, il flotte. Quand il montre le bout de son nez, on dit « C'est lui, vous croyez ? Il ne faut rien exagérer. » Et puis un jour, on le prend dans la gueule et il est trop tard pour l'expulser. Et ça ne s'arrête pas là, ça peut empirer. Parce qu'une fois qu'il est au pouvoir, le fascisme continue d'instrumentaliser le langage pour justifier ses politiques meurtrières. Et le nazisme en est un exemple très clair. Ça a été étudié par de nombreuses personnes, dont le philologue Viktor Klemperer, qui est un Allemand juif qui a survécu au régime nazi et qui a passé toute la période à documenter ce qu'il a appelé la lingua tertii imperii, ou la langue du Troisième Reich. Dans un bouquin du même nom, qui est passionnant mais absolument glaçant, il va analyser comment des mots comme l'héroïsme ou le spectacle vont être détournés, comment tout un vocabulaire de la mécanique va être appliqué aux citoyens pour en faire petit à petit des automates au service du régime. Vraiment, c'est une masterclass de manipulation de masse. Et l'auteur en a tiré cette phrase devenue célèbre: « Les mots peuvent être comme de minuscules doses d'arsenic. On les avale sans y prendre garde, ils semblent ne faire aucun effet, et voilà qu'après quelques temps, l'effet toxique se fait sentir. » Bon du coup, pour éviter de se retrouver dans un tel niveau de merde, on va étudier quelques cas récents français et les mécanismes qui se cachent derrière. Préparez-vous, beaucoup de fous rires nerveux sont à prévoir dans cette deuxième partie. En fait, le grand challenge en préparant cette partie, ça a été de voir quels exemples est-ce qu'on allait utiliser ou non, étant donné que depuis plusieurs années, on est vraiment dans une tornade incessante de dingueries. On aurait pu consacrer une chaîne YouTube entière à des compilations de foutages de gueule linguistique auxquels on assiste. Mais bon, on espère que vous saurez apprécier notre sélection. Commençons tranquille avec un cas d'école. En 2022, le ministre de l'Intérieur de l'époque, Gérald Darmanin, a qualifié des militants écolos d'éco-terroristes dans le cadre des manifestations contre la méga-bassine à Sainte-Soline. En 2023, il avait continué la roue libre sur le mouvement climat et la gauche en général, en parlant de terrorisme intellectuel d'extrême gauche ou encore d'ultra-gauche violente et organisée. Pour le rappel, si on se concentre sur l'exemple des militants à Sainte-Soline, on parle de gens qui, 1. s'activent contre un phénomène dont il a été démontré qu'il est dangereux pour l'environnement et donc, in fine, la survie de l'humanité. 2. Qui ont vécu des violences policières inédites qui ont été dénoncées par la Ligue des droits de l'homme. 3. Pour qui les secours ont été bloqués lorsqu'il y avait des blessés. Et 4. Qui au final ont été des centaines à être traumatisés. Et ça serait eux
les terroristes, qui imposent le danger sur le long terme, la violence et la terreur. Surtout quand on connaît l'imaginaire que charrie le mot terrorisme en France depuis 2015, c'est vraiment une déformation complète du mot pour faire passer pour des meurtriers des gens qui essayent globalement de sauver nos fesses. Bref, si vous voulez creuser la question de Sainte-Soline, de l'accaparement de l'eau et des violences policières, Mediapart a réalisé un dossier avec 63 articles d'investigation. Faites-vous plaisir. En parlant d'ultra, on a un autre exemple de pigeonnade complète qui est l'utilisation du terme ultra-droite pour la distinguer de l'extrême droite afin de lui donner une image moins dangereuse. Or, soyons clairs, l'ultra-droite, ça n'existe pas. L'extrême droite en soi est déjà dangereuse. Et ça, on a notamment l'anthropologue Mathieu Burgalassi qui en parle très bien dans cet extrait. L'extrême droite aujourd'hui, c'est pas que des idées sur YouTube, c'est le maire de Saint-Brévin qui se fait cramer sa maison, c'est 5 morts en 2022 tués par Loïc Le Priol, William Mallet et Martial Lanoir, c'est une répétition de tentatives d'attentat, heureusement avortées grâce aux services de sécurité chaque année. C'était là il y a quelques semaines cet incel qui a voulu commettre une tuerie de masse, hein, ce sont ses propres mots, au passage de la flamme olympique. En France, dans les médias français, depuis quelques années, on a tendance, c'est vrai, à faire une séparation entre terrorisme d'extrême droite et extrême droite. D'ailleurs, on a même créé un terme pour ça, le fameux terme ultra-droite. L'ultra-droite, je le rappelle à toute fin utile, ça n'existe pas. C'est une catégorie qui servait uniquement aux services de sécurité français, parce qu'un service de sécurité ne peut pas enquêter sur un courant politique, ce serait antidémocratique. Mais il y avait un problème majeur qui est que l'extrême droite fait des attentats et tue des gens. C'est le seul mouvement et les seuls partis politiques où on trouve des meurtriers et où on trouve des cas d'attentats en France aujourd'hui. Hein. Le Rassemblement national, le parti d'Éric Zemmour, c'est le seul parti où on trouve réellement des gens qui ont fait des attentats. Si après cette énumération vous doutez encore de la violence de l'extrême droite et du parti qui la représente, donc le Rassemblement national, on a Libération qui a mis en place une carte qui recense leurs candidats douteux pendant les législatives de l'année dernière. Dans cette liste, on a des complotistes, des fans de Pétain, des antisémites, des sympathisants de mouvances fascistes, des meufs qui portent carrément des casquettes nazies. C'est la totale. Si vous voulez aller plus loin avec une approche plus militante de la question, il y a Street Press qui a réalisé une autre super carte qui regroupe les 320 groupuscules d'extrême droite qui existent en France, parmi lesquels, encore une fois, on a des identitaires qui attaquent des gens au couteau, des néofascistes qui font des descentes racistes, des militants à Paris qui veulent casser du PD. La carte est en libre accès. Enjoy! Et pourtant, cette documentation, accessible et connue de nombreuses personnes, n'a pas empêché beaucoup de monde de dire n'importe quoi le jour le plus important de janvier. Vous me voyez venir, le 7 janvier, le jour où Jean-Marie Le Pen est décédé. Il a été qualifié de figure controversée par le Figaro, dit comme ça on dirait juste qu'il aimait la pizza hawaïenne, de grand combattant, Dixit, notre premier ministre centriste. C'était un animal politique et médiatique pour CNews, un homme qui a toujours servi la France pour Jordan Bardella, et il a carrément joué un rôle dans la vie publique de notre pays selon l'Élysée. Non mais attendez, on est où là ? Jean-Marie Le Pen, c'est un sympathisant des idées nazies. Il a fondé le Front National avec un ancien Waffen-SS. Il a torturé et tué des gens en Algérie avec un couteau à son nom, ce dont il a parlé ouvertement. Il a été condamné 800 fois pour des propos négationnistes, antisémites, racistes. Il était homophobe, il était contre l'avortement. Ses filles l'appelaient Tonton Dolphy en référence à Adolf Hitler. En fait, stop. Si vous l'honorez, vous honorez un allié des nazis. Ce qui est hilarant, c'est que à côté de ça, des gens vont aller diaboliser la gauche en faisant preuve d'une paresse intellectuelle complète, en venant dire que l'extrême gauche et l'extrême droite, donc ceux qui tuent des gens là, dont on a parlé juste avant, c'est égal, c'est la même chose. Ils vont également dire que la France Insoumise, donc un parti qui a un programme dont l'idée c'est quand même que tout le monde ait des droits sociaux et que les gens ne meurent pas de faim, ce serait de l'extrême gauche et ce seraient eux qui seraient dangereux pour la démocratie. Bref, on va pas épiloguer non plus, mais d'après Léane Alestra, qui est la fondatrice du média Mécréante et qui est une chercheuse, eh bien ce procédé dont on est en train de parler, ça s'appelle du
confusionnisme. Du coup, si on prend la définition du sociologue Philippe Corcu sur le confusionnisme, c'est un phénomène idéologique qui est caractérisé par un brouillage de repères politiques et intellectuels. Donc ça fait partie en fait de l'ensemble des rhétoriques des droites pour tout simplement essayer de brouiller les lignes de fracture idéologique pour contribuer à désorienter les citoyens en fait, pour pas qu'ils puissent reconnaître une idée de gauche, d'une idée de droite, etc. C'est pour ça que c'est aussi beaucoup lié, par exemple, aux théories du complot. Et pour rappel, le Conseil constitutionnel a statué, LFI c'est de la gauche, le RN c'est de l'extrême droite. Donc on arrête, on se concentre, on arrête de mentir. Mais bon, l'extrême droite a l'habitude de réécrire l'histoire, voire même de l'inverser. On a eu un exemple très récent avec Eugénie Bastier qui s'est insurgée du fait que la gauche soit ouvertement contente de la mort de Jean-Marie Le Pen, en disant que la droite ne ferait jamais ça, car ce respect de la vie serait une différence majeure entre la gauche et la droite. Ce à quoi on lui a répondu que son camp politique avait mis en place une cagnotte pour rendre un policier meurtrier millionnaire, policier qui avait tué un jeune racisé du nom de Naël. Et évidemment, comment ne pas parler de notre pigeonneur en chef, aka Emmanuel Macron. Mais en fait, lui, il dit tellement n'importe quoi tout le temps qu'on pourrait pas faire un commentaire, donc voici un montage. Les gens qui réussissent, c'est les gens qui ne sont rien. On met un pognon de dingue dans des minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres. Je traverse la rue, j'en trouve, ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Et Maréchal Pétain a été pendant la Première Guerre mondiale aussi un grand soldat. Un grand plan de lutte contre ce fléau sera engagé pour permettre justement ce réarmement démographique. Vraiment, le seul truc qu'on a à dire sur lui, c'est... Je vais vous lire ce que vient de déclarer Emmanuel Macron. Ah, je veux rien savoir de ce que déclare Emmanuel Macron. Plus personne n'en a rien à foutre de ce que dit Emmanuel Macron. Il a un rapport au langage complètement psychotique. On ne sait pas si vous imaginez le niveau de patience qu'il nous a fallu pour produire cette vidéo et analyser toutes ces âneries. Et là, on vous donne principalement des exemples de personnalités politiques un peu connues, mais c'est même pas les plus hardcore. Et toutes ces manipulations, toutes ces déformations du langage ont un but: décaler la fenêtre d'Overton à droite, voire à l'extrême droite. Et ça n'est pas un projet bricorama, c'est un concept politique extrêmement utile pour comprendre ce qui se passe. La fenêtre d'Overton, en fait, c'est tout ce qui est acceptable dans le débat public. Donc toutes les idées qui vont être plus ou moins audibles. Et donc cette fenêtre, c'est une construction qui change au fur et à mesure des époques. Et tout l'enjeu politique, à droite comme à gauche, ça va être d'amener les gens à accepter de plus en plus qui trouveraient inacceptable hier ou choquant. Donc nous aussi, à gauche, on ouvre la fenêtre d'Overton tout le temps. Enfin, c'est notre but, de remettre en question les cadres de pensée, etc. Mais la droite le fait évidemment aussi. Eux, en général, ils vont aller plus sur... En fait, il y a une partie de l'extrême droite qui essaye de s'assagir, entre guillemets, de devenir respectable, notamment auprès des élites bourgeoises, et une autre frange qui, elle, est là pour mettre un peu le moteur de cette extrême droite-là en ouvrant la fenêtre d'Overton. Donc généralement, c'est les identitaires. En gros, eux, ils vont dire des dingueries sur Internet. À la base, vraiment, Internet est le terrain de jeu des identitaires. Par exemple, une Thaïs Descuffon va sortir des dingueries qui font qu'une Alice Cordier à côté paraît acceptable. Et une Alice Cordier à côté d'une Marine Le Pen rend Marine Le Pen acceptable. C'est une espèce de cascade d'escalier comme ça, et à la fin, on ouvre la fenêtre d'Overton de plus en plus. Mais c'est pas que l'extrême droite identitaire et tout qui fait ça. T'as des personnalités comme Sarah Salman, qui est par exemple dans le dernier documentaire de François Ruffin, Au boulot. Sarah Salman, elle va sur les plateaux télé, elle dit n'importe quoi. Les formules les plus choquantes, les plus humiliantes, les plus terribles, etc. Et en fait, elle va habituer à côté à ce que, je sais pas, un droitard des Républicains qui sort par exemple que allonger le temps de travail, c'est une mesure sociale, ça paraisse moins choquant par rapport à ce que dit Sarah Salman. Et comme ça, tu t'habitues à l'insupportable, en fait, tout simplement. Et donc ça, c'est une stratégie qui est extrêmement mise en place. À un moment, je m'étais demandé si ça allait pas lasser les gens, parce que quand même, c'est une stratégie qui est aussi fatigante. Pour l'instant, ça persiste, et regarde aux États-Unis, on voit bien que ça continue à marcher. Et ce travail, on en voit les fruits dans les hommages décomplexés qui ont été rendus à Jean-Marie Le Pen, qui auraient été inimaginables il y a quelques années. Et c'est pour ça qu'il est très important de garder la fenêtre d'Overton en tête, ça aide à comprendre les différentes nuances de roue libre. Il y en a même qui sont extrêmement fourbes, mais on vous en parle tout à l'heure.
Avant de conclure cette partie, on aimerait vous parler d'un exemple qui est extrêmement frappant selon nous et que l'on peut observer dans toutes les sphères médiatiques, dans toutes les sphères de la société, c'est l'incapacité à prononcer le mot génocide. Car oui, un génocide est actuellement en cours en Palestine, c'est le cas depuis 15 mois, et il y a énormément de journalistes palestiniennes et palestiniens qui donnent des preuves de ces génocides régulièrement. Il y a aussi l'ONU et Amnesty International qui attestent du fait que ce soit un génocide. Mais en vrai, on ne devrait même pas avoir à utiliser cet argument. Les preuves apportées par les Palestiniennes et les Palestiniens devraient suffire. Il y a aussi des experts et des expertes du droit international qui en attestent, comme l'avocat Gilles Devers qui dit les termes dans ce documentaire pour Blast. Quand on voyait à la fois les déclarations sur le fait que les Palestiniens sont en dehors de l'humanité et qu'ils ont peur à vivre sur cette terre, et puis le systématisme des attaques contre la population civile, on avait les éléments de réflexion pour dire qu'on entrait dans la définition juridique du génocide. Et cette définition, elle reste méconnue. Je vois le débat en France, elle reste méconnue, parce qu'on en reste uniquement à la première définition, qui est la destruction physique d'un groupe, d'un groupe social. Donc clairement, le génocide juif par les nazis. Voilà, destruction systématique physique. Mais il y a un deuxième génocide qui était théorisé dès l'époque et qui est dans la Convention dans le génocide et qui est dans le statut de la CPI et qui est dans la jurisprudence, qui est le génocide par la destruction des conditions d'existence de ce groupe. Et qu'est-ce qu'on trouve comme critère de ce génocide par destruction des conditions d'existence? La privation d'accès à l'eau, la privation de la nourriture, la privation d'accès aux soins, la destruction des maisons, les transferts forcés de population. Là, il s'ajoute des bombardements. Il y a des bombardements systématiques. Et tous ces faits sont concrétisés par une intention, l'intention génocidaire qui est la moitié de l'infraction du génocide et qui consiste à dire que les autres ne sont pas comme nous et qu'il y a une volonté d'éliminer ce peuple. En sachant cela, on ne comprend pas pourquoi la quasi-totalité des politiques, des médias, mais aussi des citoyens de ce pays refusent de qualifier ce phénomène pour ce qu'il est. Qu'est-ce que ça indique de ce que nous acceptons, de la complicité qu'on entretient avec des idées qu'on prétend par ailleurs dénoncer? Le fascisme, il adore classifier les êtres humains en groupes qui méritent plus ou moins une vie digne, voire une vie tout court. Reconnaître que ce qui se passe, c'est un génocide et que les génocides, c'est mal, c'est juste la base pour ne pas lui dérouler le tapis rouge. Si les paroles qu'on a analysées jusqu'ici proviennent le plus souvent des sphères militantes ou politiques pour être reprises par leurs adeptes, eh bien elles se retrouvent amplifiées, voire permises par les sphères médiatiques. Évidemment, il y a aussi le rôle des réseaux sociaux et d'internet de manière générale là-dedans. On l'a vu récemment avec Meta qui a supprimé son service de fact-checking pour faire plaisir à Trump. Mais ça mériterait vraiment une vidéo à part entière. Ici, on va essentiellement se concentrer sur les médias dits mainstream. Et en France, ça pue la merde. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, il y a quand même un disclaimer que nous tenions à faire. Les médias, peu importe leur bord, sont tous très difficiles à intégrer. Et ce, pour des raisons structurelles d'élitisme, de sexisme et de racisme. Et ça, on le sait d'autant mieux que Claire, ici présente, est journaliste et a des collègues journalistes qui dédient de leur temps et de leur travail à dénoncer ces problèmes. Et oui, même les médias de gauche engagés et indépendants ont des problèmes systémiques dont il faut parler. Du coup, la critique des médias, c'est quelque chose de sain et c'est même un exercice nécessaire à une bonne démocratie. Ceci étant dit, c'est aussi une vraie passion de la droite et de l'extrême droite de critiquer les journalistes, voire d'écrire des lois contre eux ou carrément de les arrêter. Parce qu'en fait, ils ont bien compris que le droit à l'information est essentiel pour une démocratie qui fonctionne. Du coup, que les journalistes se tiennent entre eux et leur soif de pouvoir autoritaire. Donc oui à une remise en question, mais pour aller dans les bonnes dynamiques. Parce que là où on se fout bien de notre gueule, c'est que les mecs d'extrême droite qui prétendent lutter contre l'élitisme des médias, c'est juste d'autres milliardaires qui vont créer leurs propres médias avec leurs milliards pour faire de la propagande et influencer les gens. Et c'est comme ça qu'on arrive à notre très cher Vincent Bolloré. Un milliardaire, donc, qui a fait sa fortune sur l'exploitation coloniale pour ensuite racheter les groupes Canal+,
Prisma Media et Lagardère, propulsé Cyril Hanouna ou Éric Zemmour sur CNews ou C8. Il a aussi acquis Paris Match et le JDD, ou encore le groupe d'édition Hachette et les boutiques Le Relais, qui déterminent donc quels médias et quels livres sont valorisés dans toutes les gares de France. On est dans la merde. Et comme l'explique la journaliste Salomé Saké dans son ouvrage Résister, ouvrage qui est super, qu'on vous recommande et qui nous a beaucoup aidé lorsque l'on a écrit cette vidéo, ce sont des systèmes qui sont très bien rodés, je vais la citer. Tous ces médias sont complémentaires. L'un lance une polémique, l'autre la commente. Le dernier interpelle les politiques à ce sujet. La conséquence de cette stratégie est que le champ médiatique tout entier s'est décalé à l'extrême droite, car les médias moins partisans suivent, en prolongeant les débats imposés par le groupe Bolloré sur leurs chaînes et dans leurs colonnes. Des concepts complotistes, comme le grand remplacement, deviennent des points de vue. L'islamophobie, la xénophobie, le sexisme ou la transphobie sont désormais des opinions recevables au nom de la pluralité des idées. Elles deviennent acceptables, voire raisonnables selon la typologie d'Overton. Et du coup, Bolloré, il ne s'en cache pas du tout, il dit littéralement « je me sers de mes médias pour mener mon combat civilisationnel ». C'est vraiment un fasciste assumé. Mais pour nous, ça serait une erreur de s'attarder uniquement sur ces cas les plus choquants comme CNews ou Europe 1. Parce qu'il y a aussi un mécanisme plus sournois qui est à l'œuvre dans le paysage médiatique culturel français, la soumission des médias du service public à la volonté des politiques qui sont de droite. En théorie, le service public médiatique, c'est censé offrir un espace plutôt stable et pluriel au journalisme, et en pratique, c'est pas tout à fait la même chose. Comme l'explique toujours Salomé Saké, la suppression notamment de la redevance n'a pas aidé la situation. La redevance, c'est une taxe sur le fait de posséder un poste de télévision qui a été supprimé par Emmanuel Macron. Or, elle servait à financer des institutions comme Arte, France Télévisions, Radio France de manière plutôt stable. Depuis sa suppression, c'est le gouvernement qui décide d'un budget annuel qu'il va déterminer lui-même. Mais du coup, ça peut donner lieu à des pressions implicites. Vous mouvetez trop, on baisse le budget, on fusionne les services, vous devez virer du monde. Et par exemple, avant la dissolution en juin, c'est ce qui était prévu de fusionner plusieurs entités médiatiques. Ça s'est illustré par plusieurs nominations intéressante à la tête de médias publics. On a typiquement eu la nomination de Sybille Veil à la tête de Radio France en 2018. Sybille Veil qui était camarade de classe à l'ENA avec Emmanuel Macron et qui a travaillé pour Sarkozy. Macron et Sarkozy qui sont des dirigeants très connus pour leur amour du service public, n'est-ce pas? Sybille Veil a d'ailleurs nommé Adèle Van Riet à la tête de France Inter. Cette dernière adore dire que cette radio n'est ni de droite ni de gauche, alors qu'elle a bousillé l'émission de Charline Vanhoenacker qui critiquait ouvertement le gouvernement. Autre personnage sympa qui a été mis à la tête de notre service public, c'est une certaine Agnès Varamian qui a été nommée à la tête de France Info, encore une fois par Sybille Veil. Et cette fameuse Agnès, elle est connue pour son management fort sympathique et pour le fait qu'elle aurait republié des contenus pro-Trump après son élection. Petit ajout en post-prod d'un nouvel exemple de dinguerie politique protégée par des médias. Hier, lundi 20 janvier, le milliardaire et patron de Twitter Elon Musk, qui a aussi été nommé ministre de l'efficacité gouvernementale, a fait non pas un, mais deux saluts nazis à l'investiture du nouveau président des États-Unis, Donald Trump. Donc ce geste qui est clairement documenté en vidéo est minimisé, voire nié par des milliers d'internautes, mais aussi par des médias français. À la date où on filme, Le Monde a parlé d'un geste évoquant un salut fasciste, BFM a relayé le fait que Musk avait démenti, on parle d'un salut romain, enfin bref, c'est vraiment le festival des pirouettes. Et Le Parisien, qui au passage est détenu par le milliardaire Bernard Arnault, qui était présent à l'investiture. Ça la fout mal pour le patron d'un groupe de luxe d'être à un événement où des personnalités politiques font des saluts nazis. Bref, Le Parisien a dit que beaucoup y ont vu un salut nazi, d'autres défendent un signe maladroit lié à l'autisme du milliardaire. Mais il faudra que les gens aillent jusqu'où. On a un salut nazi qui est clairement montré en vidéo et les gens bafouillent encore. Et en fait, ce refus de poser les termes, ça nous fait penser à une vidéo de la journaliste Colline Claveau-Mégevant qui a commenté cette actu.
En fait, je pense qu'il y a une méfiance telle dans les rédactions aujourd'hui avec une forme de journalisme qualifié de militant qu'en fait on finit par ne plus savoir nommer les choses. J'ai un exemple concret, il y a quelques années de ça, quand j'étais chef de rubrique dans un magazine féminin qui se voulait engager, la rédaction en chef m'a défendu de qualifier Valeurs Actuelles comme étant un magazine d'extrême droite. Et on s'est retrouvé à euphémiser, j'avais même pas le droit d'utiliser alt-right, ce genre de terminologie. Voilà, c'était simplement, on ne pouvait pas utiliser le terme d'extrême droite parce que c'était jugé comme étant militant. Et en fait, c'est une bataille qu'on est en train de perdre dans les rédactions, parce qu'à force de ne pas vouloir avoir l'air d'être de gauche, on finit par ne plus savoir nommer les choses. Il me semble par ailleurs que le fait de vouloir combattre des néo-nazis ne devrait pas être polémique dans une rédaction ou dans la vie. Bref. Tout ça pour dire que l'ensemble du spectre médiatique des journalistes et des chroniqueurs, de façon plus ou moins assumée, vient banaliser des idées violentes et des discours qui font in fine monter l'extrême droite, qui est de plus en plus dédiabolisée, invitée, voire valorisée depuis une quinzaine d'années. Mais ça n'a pas toujours été le cas. À une époque, il y avait un principe qui s'appelle le cordon sanitaire, qui consiste à considérer que vu que l'extrême droite n'est pas une mouvance comme les autres, parce qu'elle questionne les bases de la démocratie et que chez nous, elle descend DSS, on ne va pas l'inviter, ainsi que ses représentants politiques, dans les médias, on ne va pas leur donner une plateforme pour étaler leurs idées auprès d'un grand public. Ou alors, si jamais ils sont conviés ou que leurs idées sont commentées, c'est avec une très forte contextualisation et un contradictoire ferme opposé par les journalistes, qui en faisant ça feraient juste leur métier. Mais est-ce que ça aurait marché de garder ce principe en France? Est-ce qu'il y a une vraie efficacité derrière? Ou alors, est-ce que ça aurait, comme le dit une chroniqueuse de Touche pas à mon poste, entravé la démocratie en empêchant de parler avec tout le monde? Eh bien, on laisse un journaliste belge nous répondre. Je trouve que c'est débile, le système qui dit l'extrême droite, l'extrême droite, l'extrême droite. Est-ce qu'il y a Touche pas à mon poste en Belgique? Est-ce qu'il y a Touche pas à mon poste dans tous les pays européens? L'extrême droite monte partout. Donc en fait, arrêtons de croire que c'est Touche pas à mon poste ou nous autres pauvres chroniqueurs. C'est pas pour autant qu'il faut donner la parole aussi souvent. Hein. Mais en fait, il faut donner la parole à tout le monde. Mais en fait, Chez nous pas, par exemple. Pardon? Chez nous pas. Nous, on a ce qu'on appelle un cordon sanitaire. On donne pas la parole à l'extrême droite ici en Belgique francophone. C'est quelque chose qui existe chez nous. Et du coup, dans les urnes, ça donne quoi? Justement, en Belgique francophone, on n'a pas l'extrême droite. On l'a beaucoup de l'autre côté du pays, du côté flamand. Oui, mais donc ça veut dire qu'à partir du moment où, en fait, ça veut dire que vous donnez pas la parole à tout le monde, à tous les avis. Tout à fait. Et donc en fait, c'est une volonté politique. Chez nous. Oui, tout à fait, et médiatique. Outre le fait qu'elle se moque du monde à faire l'innocente, cette pauvre chroniqueuse, elle expose un procédé qu'on trouve très important, qu'on a décidé d'appeler l'apologie du centrisme. Ça consiste à ne pas dire les termes et à brouiller complètement le débat. Et pour notre dernière partie, on propose de démonter tout ça une bonne fois pour toutes. On termine cette vidéo avec un des mécanismes qui est selon nous le plus vicieux dans toute cette histoire, qui consiste à prôner le centrisme, le compromis et la neutralité. Alors, ce sont des valeurs que l'on retrouve chez les individus, chez les médias, chez les politiques, etc. Mais on trouve que c'est particulièrement fort chez les nouvelles entreprises de création de contenu qui n'ont rien de journalistique et qui vont adorer prôner l'empathie, le dialogue ou l'écoute. En soi, ce sont des qualités qui sont très importantes dans les mouvements, dans les relations aussi, mais qui, quand elles sont utilisées par ces entreprises, vont permettre de faire passer des idées violentes, des idées d'extrême droite, le tout au nom de la tolérance. Clairement, le cordon sanitaire... Et avant de nous plonger dans des exemples français et américains, on aimerait vous parler du paradoxe de la tolérance. C'est un concept qui a été développé par le philosophe autrichien Karl Popper, qui a fui le régime nazi et sa persécution des juifs. Pour lui, une tolérance sans limite ne peut que mener à la disparition de la tolérance. Si nous étendons une tolérance sans limite, même à ceux qui sont intolérants, si nous ne sommes pas préparés à défendre une société tolérante contre l'assaut des intolérants, alors les tolérants seront anéantis, et avec eux, la tolérance. Pour faire un résumé très rapide, dans cet ouvrage phare, il ne va pas dire qu'il faut interdire tout propos intolérant, mais qu'il faut quand même faire extrêmement attention à leur impact, du genre, est-ce que ces propos permettent de diffuser des idées et des actes du camp de l'intolérance, spoiler, oui, qui va donc éventuellement arriver au pouvoir et éradiquer la tolérance dans notre société.
Et du coup, les gens obsédés par le centrisme, le compromis ou les discussions avec tout le monde, ils sont en plein dans ce paradoxe. C'est un petit peu comme ce mème que j'espère qu'on retrouvera au montage, où on a d'un côté des mecs qui sont habillés comme le Ku Klux Klan qui disent « on veut tous vous buter », de l'autre il y a des personnes qui ont l'air plutôt issues de minorités qui disent « on veut juste des droits pour vivre », et au milieu on a le centriste qui est là en mode « trouvons un compromis ». Bah ça marche pas en fait. Bon, vu comme ça, on voit à quel point ces mécaniques peuvent être dangereuses, ce qui n'a pas empêché certaines entreprises de création de contenu de littéralement se baser sur le concept. Et ça, on a un exemple qui est américain, qui s'appelle Jubilee et qui a au compteur plus de 2,6 milliards de vues. Pour vous donner une idée, leur tagline c'est Provoke Understanding and Create Human Connections. Leur principe c'est différents formats de vidéos qui invitent au débat sous prétexte de réunir la société. Comme par exemple, être gros est-il un choix ? Spoiler, non, regardez notre vidéo sur les régimes. Un démocrate face à 25 supporters de Trump. Les hommes devraient-ils avoir leur mot à dire sur l'avortement? Est-ce que les personnes blanches subissent du racisme? Et à la fin de cette vidéo, les gens sont censés se faire un high five, un câlin, en mode « Waouh, c'était trop bien de partager nos opinions, on va sûrement trouver un juste milieu. » Comme si des gens s'étaient pas fait violenter poliment sur le tournage, quoi. Et en plus d'être une jolie plateforme pour les discours haineux, Jubilee, c'est des fans de dire que toute parole est une opinion et que potentiellement toute opinion se vaut et mérite d'avoir une plateforme. Donc ils sont capables de vous mettre un climato-sceptique face à tout un panel de scientifiques climatiques en mode débattons de leurs idées. Sauf que d'un côté, c'est un avis, et de l'autre, c'est un ensemble d'études sur lequel il y a un consensus avec des milliers d'experts. Donc en fait, ça n'est pas du tout la même chose. Évidemment, en mettant tout sur un pied d'égalité, ils ouvrent la fenêtre d'Overton en rendant débattables des bases de la démocratie, du genre ne pas discriminer, harceler ou violenter d'autres êtres humains. Mais aussi en présentant très mal les idées progressistes. Je m'explique, en général, quand il va y avoir quelqu'un pour représenter un camp conservateur, ils vont faire appel à des stars du milieu, à des gens très extrêmes et à des personnes qui sont habituées à débattre. Pour le camp libéral ou progressiste, ils vont plutôt inviter des gens lambda du genre discriminer c'est pas bien, mais qui ne sont pas forcément habitués à ces formats et qui en plus ne sont pas les personnes les plus pertinentes de ce camp-là parce que c'est pas celles qui ont les analyses les plus poussées et les plus radicales des systèmes de domination. Et là on pourrait se dire pourquoi? Quel est le but de ce média? Font-ils ça par passion pour la connexion humaine comme ils le disent? Alors que ce serait stratosphériquement stupide étant donné que le résultat est l'inverse. Eh bien, il y a un analyste qu'on adore avec Claire qui s'appelle Matt Bernstein et qui a un podcast qui s'appelle A Bit Fruity. Et dans ce podcast, Matt explique que si ils font ça, c'est pour la thune. Car au départ, les fondateurs de Jubilee, ils avaient un projet associatif qui n'a pas fonctionné et donc les caisses étaient vides et ils ont dû repenser leur stratégie. Du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé des concepts de vidéos qui fonctionnent sur le principe du rage bait. C'est-à-dire que c'est du contenu que les gens vont énormément regarder étant donné que ça provoque des émotions fortes. Or, plus un contenu est regardé, plus il y a des vues sur la plateforme, plus il y a des publicités qui vont être visionnées et plus ça rapporte de la thune aux personnes qui détiennent ces vidéos. C'est le principe de base de l'économie de l'attention qui régit les médias et les réseaux sociaux. Et ça, ces gens le savent très bien. Pour creuser le sujet Jubilee qui mériterait un film entier, on vous met des sources dans la description, notamment l'épisode du podcast de Matt, mais aussi une vidéo de Tara Mooney. Bon, là on a commencé avec un exemple bien foutage de gueule, bien American level, mais on devrait pas trop faire les fiers étant donné qu'en France on a notre petit exemple aussi. Et oui, le crayon. En fait, en écoutant l'épisode de A Bit Fruity, j'ai vraiment eu une épiphanie où je me suis dit mais attends, le crayon c'est vraiment l'équivalent français de la stratégie de Jubilee. Vous les connaissez peut-être car selon l'un de leurs cofondateurs, ils touchent 15 millions de Français chaque mois au travers de leur plateforme et ils accumulent 97 millions de vues sur YouTube. Le crayon donc, c'est une start-up qui vise le statut d'empire médiatique et qui est pas trop mal parti pour, fondée par 4 personnes qui sont actuellement dans leur vingtaine, issues de la bourgeoisie. Leur tagline, c'est « Ici, on ose réunir. Le crayon est le premier média de débat des jeunes. » Ou encore sur Instagram, « Oser la contradiction pour mieux réunir. »
Sounds familiar? Il se targue d'inviter des gens de tous bords. Et techniquement, il y a quelques personnes de gauche, mais très peu de personnes d'extrême gauche. En revanche, ils font la part belle aux personnalités d'extrême droite, les pires d'entre elles étant par exemple la militante pro-incel et raciste Thaïs Descuffon ou le politicien multirécidiviste condamné Éric Zemmour. Après, pour être juste, il y a aussi des gens dont on apprécie beaucoup le travail qui sont conviés dans ce média, par exemple la neuroscientifique Sama Karaki, la chercheuse, poétesse et autrice Douce Dibondo ou l'économiste Timothée Parikh. Mais on préfère nettement suivre leurs idées dans des cadres plus instructifs. Le crayon évolue dans le cadre de la loi française et est donc moins trash, on va dire, que Jubilee. Car, on le rappelle, dans la loi française, les propos ou les actes discriminants, c'est-à-dire se basant sur le genre, l'origine ethnique supposée ou réelle, l'orientation sexuelle supposée ou réelle, etc., etc. Donc le racisme, la transphobie, les LGBTQ-phobies, c'est illégal en fait. Donc les médias ne sont pas censés les énoncer ultra frontalement. Mais malgré cette forme de modération, le crayon n'en reste pas moins dangereux. Pour décrypter ça, on a fait appel à une youtubeuse analyste qu'on adore qui s'appelle Alice Capel et qui avait d'ailleurs dédié une vidéo au cas de Jubilee. Tout le travail de Jubilee ou aussi le crayon, c'est vraiment en anglais comme on appelle ça les respectability politics. Donc vraiment l'idée de présenter vraiment le citoyen éclairé, prêt à débattre dans une atmosphère saine, empathique aussi. Voilà, à la fin du débat, on se serre la main, on sourit. Et je pense que c'est justement, ça représente bien la fenêtre d'Overton, où au départ, tu vas avoir une idée qui va te paraître controversée, mais elle va être communiquée par quelqu'un qui va avoir peut-être un langage du corps assez particulier, ou je pense typiquement à quelqu'un comme Andrew Tate, un gros misogyne, vraiment un des leaders de la manosphère, qui sortait des âneries sur les femmes. Enfin bon, c'est misogynie à longueur de journée, mais en tant que personne respectable, parce qu'on est toujours dans ce prisme-là de la respectabilité, en tant que personne respectable, une personne comme Andrew Tate, je l'écoute pas. Non, c'est pas respectable, il insulte, il crie, ça va pas, ça me correspond pas. Mais à partir du moment où ces idées-là se retrouvent dans un débat avec des personnes respectables, où on leur donne un cadre de respectabilité, ce qui est exactement ce que Jubilee ou le crayon font, parce que ils ont cette vision de les petits gars de Sciences Po qui veulent lutter contre la polarisation en faisant discuter les gens. Ils donnent l'esthétique de la respectabilité, et en fait, ils font le travail de la fenêtre d'Overton où ça se déplace progressivement. C'est là aussi où est tout le problème. Et ce concept de banalisation par la respectabilité, il nous paraît extrêmement dangereux, parce que c'est beaucoup plus pernicieux qu'un média ou qu'un homme politique qui se positionne directement et frontalement. Il y a un effet pervers qui fait que beaucoup de gens sont influencés sans même s'en rendre compte, et ça, c'est pas honnête. Par exemple, nous, on n'a pas peur de vous partager qu'on est contre l'extrême droite et contre la violence faite à des êtres humains. Du coup, ça résulte en des positions de gauche, féministes, antiracistes, pro-LGBTQIA+, etc. Et on n'a pas peur de le revendiquer dans cette vidéo, mais moi aussi, en tant que journaliste, dans ma pratique, c'est un principe que je trouve normal. Et en parlant de discrimination et de privilèges, le cadrage du débat par le crayon et son obsession pour la culture du débat neutre comme s'il n'avait aucune conséquence, ça montre un grand privilège parmi les fondatrices du crayon. Je vois un peu ce système-là aussi, parce que pour avoir été un peu dans des debating societies, quand j'avais fait un petit peu de droit aussi, j'avais vu ça. Il y a quand même ce côté-là aussi de... on va débattre de sujets qui parfois impactent la vie des gens, avec une espèce de... un détachement en fait de la réalité des idées ou des arguments qu'on met en avant, et puis à la fin on va se serrer la main, on va boire un verre, alors qu'il y a 10 minutes on parlait de violences sexuelles et sexistes ou ce genre de choses. Et ça, moi, ça m'avait vraiment fascinée, et je me souviens que ça m'avait même agacée, parce que je me suis dit mais attends, mais c'est pas un jeu cette histoire, et je trouve que c'est toujours cette même dynamique de l'art de débattre dans une dynamique où on est complètement détaché des réalités des gens. Et c'est pour toutes ces raisons que le crayon a reçu de très nombreuses critiques. Valorisation non assumée de l'extrême droite, accusation de montage tronqué dans une affaire avec la députée européenne Rima Hassan, raccourcis, méconnaissance de sujets par les journalistes de la rédaction, enfin bref, la liste est longue, et si ce n'est pas le cas de tout le monde, eh bien il y a plusieurs personnes qui sont passées dans des vidéos du crayon et qui se sont plaintes par la suite de comment est-ce que ça s'était passé, de comment le
le montage rendait à la fin, comme l'évoque entre autres la militante du droit du travail Lorraine Lévy. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de parler avec plusieurs personnes qui sont allées chez Le Crayon parce qu'ils pensaient naïvement pouvoir partager leur opinion, et je peux vous dire qu'il n'y en a pas une seule qui ne regrette pas. Toutes les personnes que j'ai rencontrées qui sont allées dans ce média regrettent d'y être allées. Toutes les personnes que j'ai rencontrées qui sont allées chez Le Crayon m'ont dit qu'elles avaient l'impression d'avoir été manipulées ou humiliées, que le montage n'était absolument pas en leur faveur, et qu'en gros on avait essayé de leur faire dire des choses qu'ils ou elles n'avaient absolument pas dit. Une autre créatrice dont on n'arrive plus à retrouver le nom, donc manifestez-vous dans les commentaires s'il vous plaît, s'est plainte notamment que le média avait mis un fond de savane dans une vidéo dans laquelle elle parlait de racisme. Bref, leur joli vernis de politesse respectable et démocratique se craquelle vachement depuis un an. Mais du coup, est-ce que l'équipe du Crayon représente une compréhension ou même des remords de leur impact extrêmement négatif ? Eh ben, pas du tout. Et pour vous donner cette réponse, j'ai sacrifié 50 minutes de ma vie en regardant une interview d'un des cofondateurs du Crayon par Mathieu Burgalassi, qui l'interroge extrêmement poliment mais avec pertinence sur le fait que son média valorise l'extrême droite. Et comment vous dire ? J'ai jamais vu autant d'esquives à des questions, de platitudes, de dérobades. C'est de la bouillie tout ça. Le mec ne se met jamais en désaccord frontal avec Mathieu, il répète 600 fois « c'est un vrai sujet ». En gros, il fait tout pour pas se positionner. Désolé, mais c'était lamentable de médiocrité. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors reprenons. Et ça nous donne vraiment tout ce qu'on a besoin de savoir sur ces gens et leur positionnement face à l'extrême droite, en atteste cet extrait. Tu penses l'extrême droite dangereuse, toi ? Ça dépend. Aujourd'hui, tu as des représentants d'extrême droite qui sont élus à l'Assemblée nationale. C'est pas mon rôle de dire si ils sont dangereux ou pas. Ils sont élus par des citoyens. À partir de là, ces personnes-là qui sont des députés sont des députés de la nation. Et donc, on est obligé de faire société avec eux. Qu'on pense du bien, qu'on pense du mal avec eux ou pas. À partir de ce moment-là, tu peux pas juste dire ils n'existent pas et on fait rien. Comme tu pourrais dire la même chose aussi, enfin bref, de tous les représentants politiques. Donc c'est oui, mais on peut pas dire. Donc comme vous pouvez le voir, ces réponses ne disent absolument rien de concret et témoignent au mieux d'une incompétence éblouissante. On rappelle quand même que ce mec est censé être le rédacteur en chef du média. Et en soi, il n'y a aucun souci avec le fait de ne pas tout savoir d'un sujet, d'autant que les violences liées à l'extrême droite, elles sont masquées par les médias français. Mais dans ce cas, vous ne montez pas une entreprise qui a pour objectif de toucher énormément de monde pour les aider à se faire leur propre opinion et à réunir la société. Il y a même un moment où Mathieu liste les dangers de l'extrême droite et le mec répond littéralement on n'est pas là pour se positionner. Je pense par exemple à l'interview d'Éric Zemmour. Éric Zemmour, il vient, vous êtes deux journalistes en face, mais honnêtement, quand il va aller par exemple sur le sujet du grand remplacement, il n'y a pas vraiment un contradictoire pour rappeler, par exemple, que c'est une théorie raciste et antisémite qui a tué des gens à Christchurch, El Paso, tout ce que j'ai dit, qui a failli conduire à 2 attentats en France, par exemple avec les affaires de la nouvelle OAS de Logan Nissin et l'affaire de Action des forces opérationnelles, donc 2 groupuscules qui se revendiquaient du grand remplacement et qui ont failli tuer des peut-être 20 ou 30 personnes chacun, quoi. Donc c'est quand même un truc hyper brutal. Et si là, il n'y a pas la contradiction, on a l'impression vraiment qu'on laisse cette idéologie juste se déverser, c'est-à-dire on a Zemmour qui parle de ça, vous en face, qu'il ne coupez pas sur ça ou qu'il ne mettez pas face à cette violence de l'idéologie du grand remplacement, et du coup, ce que je vois là, c'est plus, on a l'impression que ça donne de la place à cette idéologie, justement. Nous, notre but, c'est évidemment pas de donner la place, plus de place à qui que ce soit d'une manière ou d'une autre. Notre but, c'est vraiment d'avoir toutes les courants de pensée qui soient représentés chez nous. Non mais attendez, respecter la déontologie journalistique et sa neutralité, c'est pas dire on est tellement neutre qu'on se positionne contre le fait de commettre des attentats néo-nazis. Enfin, mec, ça va, t'es déshydraté ou quoi ? Donc on vous recommande à moitié la vidéo pour la pertinence des questions de Mathieu et pour constater de par vous-même le niveau abyssal de ces gens, et en même temps c'est une mauvaise reco de source parce que vous allez juste souffrir. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok ? En tout cas, que ça soit par naïveté, par une incompétence sans précédent, par appât du gain avant tout, ou par désir réel de faire monter l'extrême droite,
le crayon et son impact sont bien là. D'ailleurs, un autre point d'hypocrisie qui est assez marrant, c'est le fait qu'une des grandes valeurs du crayon, ce serait de lutter contre les bulles algorithmiques. Donc les bulles algorithmiques, ce sont ces espaces digitaux où on va tout le temps tomber sur des vidéos qui partagent des opinions qui sont les mêmes que celles qu'on a de base. C'est un vrai enjeu dans une démocratie en soi. Le problème, c'est qu'ici, les entreprises comme Jubilee et le crayon, ils disent vouloir lutter contre cette dérive digitale tout en étant basés sur une autre dérive digitale qui est l'économie de l'attention. Mais donc, comment repérer ces discours d'apologie du centrisme, qui sont en soi des portes d'entrée vers l'extrême droite? Car oui à la discussion, oui aux approches multiples, mais pas dans un cadre qui va permettre de valoriser l'extrême droite, et donc la destruction de la démocratie et la possibilité même de débattre. Alice nous apporte quelques solutions. Un réflexe que j'ai depuis quelques années maintenant, c'est d'aller stalker les personnes qui sont interviewées, les personnes qui font partie du débat, voir un petit peu d'où ils viennent. Parce que des fois, on va mettre le label entrepreneur ou influenceur ou activiste ou quoi que ce soit, et c'est difficile de savoir exactement de quoi on parle. Donc j'aime bien faire ma petite recherche pour voir qu'est-ce que les personnes ont dit, dans quelle catégorie, un peu dans quelle case je peux les mettre, en restant ouverte d'esprit quand même. Je trouve que c'est un outil qui est déjà intéressant pour aborder la chose avec un peu une certaine prise de recul et pas prendre les choses qui sont dites à la lettre. Le truc horrible, ce serait de dire il faut juste pas regarder ces trucs-là en vrai. Pour ce côté, voir les deux côtés, je préfère lire la presse ou les opinions. Lire une opinion, je trouve que c'est plus efficace. Et même si je suis pas d'accord avec l'opinion, au moins ça m'a fait réfléchir sur ce point de vue. De notre côté, vu l'ampleur du phénomène et de ses conséquences, on vous propose tout simplement de boycotter ces entreprises. Pas de les harceler, mais d'aller sur leur page, de cliquer sur mute, unfollow ou bloquer. Bloc. En fait, de sortir de l'économie de l'attention sur laquelle reposent ces gens pour finir péter de thunes et les laisser dans leur petit coin. Vous aurez plein de moyens de consulter des opinions qui ne sont pas similaires aux vôtres et d'y réfléchir dans des cadres beaucoup moins pernicieux. Donc allez suivre les personnes potentiellement qui vous semblent intéressantes dans leurs émissions, puis let them go. Et ce qui est vraiment frustrant dans cette histoire, c'est que le crayon joue sur une soif de discussion démocratique qui est légitime, parce que les gens perçoivent l'exclusion et l'élitisme de certains médias. Mais sous prétexte de démocratisation de la discussion, il contribue à ce phénomène qui met en danger la base même de la démocratie. C'est quand même un comble. Et honnêtement, on aimerait vraiment faire autre chose que de nous coltiner les discours de ces médias et de leurs cofondateurs, ou même de les attaquer. C'est pas fun à faire et on prend quelque part le risque de nous faire harceler, même si on est une micro chaîne. Donc on ne fait pas ça de gaieté de cœur, mais parce que on trouve qu'ils sont dangereux et que c'est important d'en parler. Ainsi, on est face à de nombreux mécanismes. Minimisation, refus d'employer les bons termes, confusionnisme, apologie du centrisme d'un côté pour dédiaboliser et escalade de propos infects pour nous habituer à la violence, le tout pour décaler la fenêtre d'Overton et normaliser des idées qui vont, in fine, servir le fascisme. Oh non. Et là, on a bien étalé comment on était dans le caca, mais pas de panique, ça n'est absolument pas une fatalité. Déjà, le fait de comprendre ces mécanismes grâce à la petite base qu'est cette vidéo, ça vous permet d'y être beaucoup moins vulnérable, d'en parler à vos proches et de déjouer l'instrumentalisation du langage. On vous invite vraiment à aller creuser tout ça en allant jeter un œil à toutes les sources qui sont dans la barre de description. Ça vous permettra de vous faire votre propre avis sur ces contenus. Mais aussi, on a quelques pistes pour vous aider à agir concrètement. La première, en termes médiatiques, c'est vraiment de vous tourner vers des médias qui sont indépendants. On pense notamment à Histoire Crépue, à Mediapart, à Street Press. Si vous n'avez pas le prix d'une pinte parisienne à l'heure dédiée par mois, ce qui est tout à fait ok, on vous propose de partager leur contenu, d'en parler à vos proches, etc., etc. Il y a aussi des personnes à suivre, notamment les personnes dont on a parlé tout au long de la vidéo. Il y a Mathieu Burgalassi qui est très focus sur justement l'extrême droite, leur méthode, etc. Douce Dibondo qui apporte vraiment une pensée queer, féministe et décoloniale. Et Sama Karaki qui a écrit un livre hyper important sur l'empathie, la vraie
pas celle du crayon. Mais aussi les formidables autrices, vidéastes, youtubeuses qui ont participé à cette vidéo comme Léana Lestra, Alice Capel et évidemment Claire Touzard. Vraiment, leurs travaux sont des boussoles sur la question des termes et de la politique. Mais on vous suggère aussi et surtout de vous engager sur le terrain. Car en tant que membre d'une société, on a tous un pouvoir plus ou moins fort de déterminer la direction où elle va, comment on y reste éveillé et comment on prend soin les uns et les unes des autres. Donc selon votre santé, allez en manif, on vous met des orgas à suivre, mais aussi engagez-vous dans des organisations. Que ça soit le jardin communautaire de votre quartier, les syndicats de votre entreprise, un lieu qui permet d'organiser des super rencontres, ou l'association queer, féministe ou antiraciste qui vous fait rêver. Bref, donnez-leur 10 minutes de votre temps, une après-midi, une journée, mais allez-y. Parce que le fascisme se nourrit de notre passivité, face à son instrumentalisation des mots, mais aussi, surtout, face à leur impact catastrophique. Alors il est grand temps, par les termes et par les actes, de lui dire un énorme merde. Et dernière action, abonnez-vous, likez cette vidéo, partagez cette vidéo pour faire circuler les idées et passez le mot quoi. Bye.